Salutations à vous. Je m'appelle Baïman Sbaï. Je suis celui qui vous guide vers le chemin de la philosophie. La séance d'aujourd'hui va porter sur le domaine 1, spécificité, origine de la philosophie par rapport à d'autres disciplines singulières que sont la science, la religion, la magie, l'art, la politique, l'économique, etc. Je rappelle que cette séance est tenue chez Lai et nous le remercions pour ce beau tableau. Très vite, essayons d'installer les éléments de base. D'accord? Philosophie, c'est quoi? Vous savez que la grande problématique qui existe au sein de cette discipline, c'est de définir son identité. Qu'est-ce que c'est la philosophie? Je vais donner une définition scolaire qui va nous permettre, vous et moi, de travailler. Mais vous le savez bien, ce n'est pas la définition définitive ni éternelle. Disons que la philosophie pourrait être définie comme la capacité de l'esprit humain à tendre vers la vérité. Pas à posséder la vérité comme propriété privée, mais à tendre vers l'action de tendre, de faire des efforts, de s'en approcher. Voici l'esprit humain. Voici l'action de tendre la finalité qui est la vérité. Donc, ici, le moyen de l'homme, c'est sa raison, R. La flèche, le fait de tendre vers, c'est les informations qu'il cueille, c'est le doute qu'il installe, c'est les informations qu'il a reçues, les traitements, les questionnements, etc., jusqu'à arriver à la vérité finale. Mais vous allez me dire, puisque la philosophie sert à s'approcher de la vérité et à jamais la voir, pourquoi philosophe-t-on ensemble? Eh bien, la raison est simple. Nous philosophons parce que plus nous nous approchons de la vérité, moins nous sommes proches de l'ignorance. De l'ignorance, qui est la mère des vices. Du coup, c'est ça l'objectif de la philosophie. Quand on pose la question, à quoi sert la philosophie? Ben, la philosophie sert à bien penser, à ne pas être dupe, à former de bons citoyens qui utilisent leur raison, à mettre l'homme pas à pas, à distinguer le vrai du faux, et comme nous le dit Descartes dans le discours de la méthode, à distinguer les tessons des verres des diamants qui se ressemblent, à distinguer le cuivre de l'or qui se ressemble souvent. C'est un effort de nettoyage des informations que nous recevons au quotidien. Ainsi, ça c'est un élément de base. L'autre, si la philosophie était une bâche, il faudrait des piliers pour le maintenir debout. Quelle est la base de la philosophie? Sur quoi repose-t-elle? Qu'est-ce qui fait que sans cette chose, la philosophie va disparaître comme du sucre disparu dans l'eau? Eh bien, c'est l'étonnement. L'étonnement veut dire quoi? La capacité de s'émerveiller sur les choses qui nous entourent. Ça peut être n'importe quoi. Observez l'enfant qui pose 1000 questions dans la journée. Maman, comment on fait des enfants? Pourquoi Dieu existe-t-il? Est-ce que si je demande des bonbons à Dieu, il va me le donner? Toutes ces questions que pose l'enfant, c'est une bonne attitude de l'esprit pour tendre vers la vérité. Nous ne disons pas que l'enfant est un philosophe, mais il a toute la démarche du philosophe qui tend vers la vérité. Ainsi, le fondement de la philosophie, c'est l'étonnement. On s'étonne de tout et de rien. Exemple, il y a un poisson qui se noie dans l'eau. Un poisson qui a des nageoires, des arêtes. Mais dès que vous le mettez dans un seau d'eau, le poisson meurt. On l'appelle le périophtale. Ça, depuis que les Grecs l'ont découvert, ils se sont commencés à s'étonner. Je suis en train de vous parler de l'origine de la réflexion philosophique. Les gens aussi se sont étonnés de voir la souris. Vous savez que la souris est une mammifère. Et toute mammifère doit allaiter ses petits. Mais qui, entre vous et moi, a une fois vu une souris allaiter ses petits? Personne. Et pourtant, c'est une mammifère. Ça aussi, ça a beaucoup étonné les Grecs. Ils ont dit aussi autre chose, l'enfer. Dieu dit qu'il nous aime beaucoup, mais il crée de l'enfer pour nous brûler. Comment vous pouvez brûler les personnes qui vous attachent?
c'est une question qui a beaucoup tourmenté les philosophes qui se sont mérités sur la question religieuse. On peut multiplier les exemples, ça ne finirait jamais, pour toujours dire que l'étonnement pousse l'homme à se poser des questions, à trouver des informations, à s'en douter, à les remettre à jour, à les re-questionner sans arrêt. Ceci clair, essayons de voir maintenant la philosophie, si c'était dans la catégorie des légumes, qu'est-ce qui le distingue des autres? Nous avons philosophie, nous avons religion, nous avons science, nous avons l'art, nous avons la politique, nous avons les mythes. Alors, je vais essayer de vous montrer la base sur laquelle repose chacune de ces disciplines, de ces inventions humaines. Et après, je vais vous dire, parallèlement, qu'est-ce qui la distingue de la philosophie. Ainsi, distinguons la science. L'élément de base sur lequel la science repose, c'est l'observation et c'est l'expérimentation. On expérimente des choses, on observe d'abord. Le scientifique dit, quand je lâche un corps, ce morceau de craie, si je le lâche, ça va tomber vers le bas, évidemment. Vous allez me dire, bah, c'est évident. Bah, en longtemps d'observer cela, ce même phénomène, on a tiré des expériences et on a tiré une loi ou des propriétés mathématiques. Ça finit par être une loi générale, la loi de la pesanteur. C'est comme ça que fonctionne le scientifique. Il observe dans son environnement des comportements, des agissements, des interactions chimiques. Il le transpose dans son laboratoire où il met toutes les conditions pour l'observer. Après, il tire des lois définitives. Définitives, c'est trop dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de lois qui sont constantes jusqu'à présent. Alors, la religion se fonde sur la foi. La religion, c'est l'ensemble des croyances basées sur la foi. Non pas basées sur la raison, non pas basées sur le corps. Ce serait de la gymnastique religieuse. Mais basée sur la foi. La foi, c'est quoi? C'est avoir l'ultime certitude de l'existence d'un Dieu sans nécessiter nécessairement de preuves. On n'a pas besoin de preuves pour démontrer l'existence de Dieu. C'est ainsi que la religion a comme élément central, fondamental, l'épine dorsale de la religion, ou la colonne vertébrale réelle, c'est la foi. Là, quand on met A au singulier, A-R-T, ça signifie manière. L'art de parler, manière de parler. L'art de danser, manière de danser. Quand on ajoute S, l'art A-R-T-S, ça va devenir l'ensemble des corps de métier du monde artistique. C'est la sculpture, c'est la peinture, c'est le dessin, etc. Or, quand on met A avec A majuscule, ça renvoie à un chapitre philosophique qu'on appelle l'esthétique, c'est-à-dire l'ensemble des réflexions qu'on porte sur la créativité de l'homme et sur cette créativité, sur le changement de son environnement. La musique, par exemple, on crée des notes qui font du bien à l'homme, etc. La politique, c'est l'ensemble des organisations, des institutions, des moyens et des ressources financières pour organiser la vie de la cité. C'est ça la politique. Donc ça repose sur un régime politique, une orientation, l'armée, des peuples, un territoire où vivre et l'ensemble des institutions, c'est-à-dire des lois, notamment la charte fondamentale, la constitution sénégalaise. Et les mythes. Les mythes, c'est l'ensemble des histoires que l'on raconte pour persuader une personne. Alors, mon caméraman, prends-moi par là. Persuasion n'est pas la même chose que conviction. Persuader quelqu'un, c'est le convaincre, c'est arriver à le faire rejoindre ta position personnelle, mais en passant par les sentiments. Si tu touches les sentiments de la personne, il peut te rejoindre à ta position. Or, la conviction, c'est de présenter des arguments réels. Donc, on convainc une personne par la raison. On lui dit des choses concevables et sa raison lui donne signal de vous rejoindre. Les mythes ne visent pas la raison, ils visent la persuasion. Ils touchent le cœur et vous font croire à des choses. Exemple de mythe pertinent qui touche le cœur, mais pas la raison. Pourquoi? 3 animaux ont 3 comportements différents face à la voiture qui roule.
Le chien, quand il voit une voiture, il court derrière la voiture. La chèvre fuit la voiture et le mouton reste tranquille. Un mythe avait dit que ces trois animaux allaient quelque part. Et ils ont donné leur transport, leur passe, comme on dit chez nous. Mais le chien avait oublié de récupérer sa monnaie. C'est ce qui fait que quand il voit une voiture, il court derrière pour réclamer sa monnaie. La chèvre n'avait pas payé du tout. Elle a descendu et elle a fui. Depuis lors, quand il voit une voiture, elle pense que le chauffeur vient lui réclamer son passe. Alors que le mouton a payé normalement et il est descendu normalement. Vous voyez, c'est un mythe qui persuade et qui donne une explication qui touche le cœur par rapport à ces trois comportements différents de trois mêmes animaux identiques qui sont des animaux, notant plus des mammifères, notant plus des quadrupèdes. Mais qu'est-ce qui fait que ce mythe ne touche pas la raison? Si on se demande qui conduisait cette voiture, vers où ils allaient, et comment des moutons peuvent donner un passe, et dans quelle localité cette histoire s'est déroulée. Dès que tu poses des questions, dès que tu t'étonnes, dès que tu poses des questions, ce mythe va disparaître. Ce qui fait que la mythologie n'a rien à voir avec la philosophie, parce qu'elle touche le cœur, et en philosophie, on n'en a pas besoin. Voyez-vous, je vous ai décrit science, religion, art, politique, mythe, tout ça se distingue de la philosophie. C'était une belle méthode. Pourquoi? Parce que si on sait, pour trouver une chose, qu'est-ce qu'elle est, il faut trouver d'abord qu'est-ce qu'elle n'est pas. On a fait tout cet effort-là pour voir ce qu'elle n'est pas, afin d'arriver à voir que donc la philosophie a une originalité, a une couleur personnelle, a une orientation qui lui est propre. Elle se base sur la raison, certes. Elle étale un ensemble d'arguments, mais surtout, elle a un esprit critique. Sans cesse, on doit remettre en cause certaines vérités ou certaines évidences. Je donne un exemple. En Grèce, on pensait que si vous atteignez la Lune, vous aurez un ensemble de fromages. Donc on pensait que la Lune, c'était une boule de fromage. On a longtemps cru ça, c'était un mythe. Les sciences ont montré l'exact contraire. C'est pareil partout. À chaque fois que vous avez des vérités qui vous viennent, déclenchez une posture critique. Maintenant, je vais terminer par là. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de critiques, deux façons de critique. L'esprit critique et l'esprit de critique. Ça veut dire quoi? C'est simple. C'est même le doute. Le doute cartésien, le doute de Descartes, dans le discours de la méthode, et le doute des écoles stoïciennes, c'est-à-dire, non, des écoles sceptiques, pardonnez-moi, les sceptiques, le doute sceptique. Pause. Le doute sceptique et le doute cartésien. Le doute de Descartes, l'adjectif cartésien renvoie à Descartes. Je vais expliquer tout ça dans les détails et dans la prochaine séance, nous allons faire une dissertation concrètement. Parce qu'il faut le dire, au jour du bac, on ne vous demandera pas toutes ces connaissances. On vous demandera la capacité d'argumenter. Est-ce que vous êtes capable de tenir une conversation convaincante? Doute sceptique, c'est de douter pour l'objectif de douter. Quand les sceptiques se réunissaient, personne ne disait un mot. Ils restaient comme ça. Parce qu'ils disent qu'à la moindre prononciation d'un mot, d'un terme, d'une idée, il faut en douter. Donc, taisons-nous. Ils doutent jusqu'à douter de pourquoi les êtres humains doutent. Douter du doute lui-même. C'est la raison pour laquelle ils se taisaient sans énoncer rien. Ils restaient comme ça dans le silence. Or, le doute cartésien, Descartes dit, on me dit une vérité, on me dit une information, je vais en douter. Mais je vais l'amener de façon méthodique. Je vais douter, pas pour faire à l'autre du mal, pas pour lui dire tu es menteur, non. Mais pour moi, faire passer ces paroles dans une sorte de machine qui va sélectionner la part vraie de la part fausse. Alors, Descartes dit, quand j'ai un ensemble d'informations, je prends un recul. Première posture. Recul. Après le recul, je vais essayer de faire des morceaux. Amorcellement. Le maximum de morceaux possible de mon objet. Je donne un exemple. On nous dit par exemple, souvent c'est une information qui circule,
Si vous versez 4 seaux d'eau devant votre porte, le corona va disparaître. Exemple. Bon, ça c'est trop mythique, mais prenons l'exemple qui a existé en Afrique du Sud. Les Sud-Africains croyaient en 1990 que lorsque vous avez le sida, si vous passez la nuit ou si vous couchez ensemble avec une femme vierge, mais qui est dépigmentée, les albinos, vous allez guérir. Et ils ont tous cru à ça. Cette information-là, Descartes dit, si on devait l'analyser, Descartes va dire, d'accord, se guérir du sida à travers les albinos. Première chose, recul. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une méthode qui marche? Qui l'a une fois fait? Qui l'a une fois testé? C'était où? Combien de fois? Quels résultats on était arrivés? Premier recul. Deuxième recul, Descartes dit, je vais amonceler. Je vais prendre ce problème-là, je vais le mettre en autant de petits morceaux possibles. D'accord. Le sida, qu'est-ce que c'est? Comment on l'atteint? Comment on le transmet? Première information, il s'en documente. Deuxième problème, les albinos. Pourquoi les albinos? Qui a eu cette idée? D'où vient-il? Est-ce que c'est mystique, c'est scientifique ou c'est populairement dit sans fondement? Troisièmement, comment ça marche? Quels sont les paramètres à prendre en compte? Est-ce qu'il faut le kidnapper? Etc. Donc Descartes va finalement encercler le problème et sortir le maximum de branches possibles. Chaque branche, il va le renseigner dans les détails fins. À la longue, troisième étape, il va faire une analyse finale. Alors, je me suis documenté de cette problématique, j'ai eu cet ensemble d'informations. Je vais faire maintenant un tri. Je vais sélectionner celles qui sont logiques de celles qui ne sont pas. Après sélection, je prends une décision. Et après une décision, j'assume. C'est ça le doute cartésien. Mais notons une chose, Descartes dit toujours mes conclusions sont provisoires, c'est-à-dire dépassables par d'autres générations qui vont venir. C'est ainsi que le doute cartésien diffère du doute sceptique. Je remercie le caméraman et vous donne rendez-vous à la prochaine séance qui va concerner un sujet philosophique sur le doute. Merci.